Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au site rep numéro 118, nous sommes le 8 décembre et la situation dans le Donbass équivaut à une épée de Damoclès suspendue par une ficelle qui commence à être sérieusement entamée et qui risque de tomber très rapidement sur la tête des civils et des citoyens du Donbass. Il n'y a pas que dans le Donbass, même en Ukraine, la situation elle se tend de plus en plus, entre autres à cause de la situation religieuse, cette histoire de loi martiale, je vais en reparler après. Du point de vue militaire, du 1er au 7 décembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 137 reprises, donc un petit peu plus que la semaine dernière, on était à 135 je crois, durant lesquelles elle a tiré 77 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc un petit peu plus, mais aussi des munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense antiaérien, lance-grenades et armes légères, pour un total de 1040 munitions, donc on est un petit peu moins que la semaine dernière. Il faut y rajouter 20 violations et 121 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Heureusement, le bilan humain est quand même moins lourd que durant les dernières semaines, puisque suite à ces bombardements, une civile a été blessée à Zaïtsevo. On n'a pas eu de mort, pas de perte parmi les soldats. 3 habitations ont été endommagées aussi à Staromikhaïlovka et Dokuchaïevsk. Donc là, de ce point de vue-là, ça a été un peu moins pire. On a eu quand même une superbe démonstration avant-hier du respect qu'a l'armée ukrainienne pour la population du Donbass, qui, je le rappelle, elle vient soi-disant libérée. Hein. Oui. Ouais. Parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'organiser une séance d'humiliation et de torture en plein air au point de passage de Gorlovka-Mayorsk. Oh, c'est charmant. Ah, vraiment. Hein. Voilà. Donc après avoir fermé le point de passage de leur côté, alors qu'il y avait encore une vingtaine de voitures qui se trouvaient dans la zone neutre, donc venant depuis les RPD, parce qu'ils ont créé des files d'attente énormes artificiellement, hein, comme d'habitude, hein, ils nous créent des files d'attente à chaque fois assez monstrueuses. Les soldats ukrainiens en ont profité pour maltraiter et faire du chantage aux gens qui venaient de la RPD. Ils ont fouillé leurs voitures de fond en comble et les ont même obligés à se dévêtir dans le froid, en plein vent, pour les fouiller eux aussi. Je crois que les températures sont négatives dans le Donbass en ce moment. Hein. Oui, en plein hiver. Oui. Donc, la République populaire de Donetsk a quand même rappelé à l'OSCE que ça serait bien qu'il fasse une petite piqûre de rappel à Kiev, hein, que ceci est une violation des droits de l'homme et peut être assimilé à de la torture. Ah oui, c'est clair. Ouais. Mais c'est bien. Non, mais c'est magnifique. Et à part ça, hein, c'est l'occupant russe, hein, il a bon dos, etc. Il a bon dos, l'occupant russe. Putain, si on traitait les gens comme ça ici, je te raconte pas le scandale international que ça serait. Ah ben, c'est clair, oui. Voilà. En tout cas, on avait parlé de ce risque d'un false flag à l'arme chimique. Ça a l'air de se confirmer. Les services de renseignement de l'RPD ont reçu des informations sur la préparation d'une provocation chimique sur le territoire du Donbass occupé par l'armée ukrainienne. Entre autres, a été découvert la préparation du personnel médical, hôpitaux et services d'urgence et de défense civile de Mariupol et Dzержinsk, qui fait craindre la préparation donc d'une attaque chimique dans l'une de ces villes, bien sûr avec pour but de l'attribuer par après à la République populaire de Donetsk. Il faut souligner que pendant la planification de cette provocation chimique, des dissensions sont apparues entre les instructeurs britanniques et les soldats ukrainiens. Le commandement ukrainien voulant une fausse attaque, comme les casques blancs en Syrie, alors que les Britanniques veulent de vraies victimes parmi les civils, parce que en gros le dernier fake des casques blancs n'a pas obtenu l'effet escompté, hein, vu que le côté fake du truc a été quelque peu éventé. Ça fait 3 siècles que les Britanniques font des saloperies comme ça, donc ça m'étonne absolument pas qu'ils aient l'intention de provoquer des victimes juste pour un false flag. Hein. Je veux dire, ça fait 300 ans qu'ils font des trucs pourris. De toute façon, comme le disait une blague à propos de la situation en Ukraine, ça parle des États-Unis, mais je pense que ça peut s'appliquer à la Grande-Bretagne, où il disait les États-Unis sont prêts à défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ça, oui. Ça. En chair à canon. En chair à canon. En tout cas, il semble qu'un dernier ressort, ce sera Porky qui tranchera en faveur de l'une ou l'autre option, donc Poroshenko, le président ukrainien.
Les méthodes traditionnelles ne sont néanmoins pas négligées puisque le 3 décembre, la RPD a reçu des informations sur l'arrivée de 20 chars d'assaut T-64 de la 24e brigade des forces armées ukrainiennes vers les positions de la 58e brigade qui est stationnée au nord-ouest de Gorlovka. Le quartier général ukrainien a donné 10 jours aux soldats pour mettre l'équipement en état de fonctionnement et de mettre en œuvre la coordination au combat pour être prêts à agir le 15 décembre. Actuellement, ces chars sont à la périphérie ouest de Katerinovka, à 10 km seulement de la ligne de front. Je rappelle que ceci est une violation des accords de Minsk puisque ce genre d'engin ne doit pas se trouver à moins de 15 km de la ligne de contact. Petit rappel, comme ça. Ouais. L'autre fait qui fait craindre une escalade, c'est la conscription forcée des hommes en Ukraine, y compris dans les régions non soumises à la loi martiale. Donc il y a actuellement des vidéos qui circulent où on voit des maires qui essayent de s'opposer à la conscription forcée de leurs gamins, quoi. Donc ça donne lieu à des scandales publics. En tout cas, actuellement, environ 200 hommes s'entraînent en Transcarpathie pour refourbir la 128e brigade des forces armées ukrainiennes, qui est quand même bien dégarnie. Les commissariats militaires prétendent qu'ils vont s'entraîner pendant 3 semaines, donc jusqu'au 23 décembre, mais en vrai, après 10 jours, ils iront déjà sur le front pour remplir donc cette 128e brigade qui est en très mauvais état. On en avait déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Et il semble que de nouvelles unités de volontaires néo-nazis sont en train de se créer et de s'organiser pour compléter les troupes officielles, alors que je rappelle que ces bataillons spéciaux sont censés avoir disparu. Ce que j'espère, moi, c'est qu'ils aient pas l'ignoble culot de faire entrer des mineurs, voire des gamins, dans les troupes. Ça, avec eux, je m'attends à tout. En tout cas, la preuve ultime de ces préparatifs pour une offensive tient en 2 pages d'ordre de préparation des institutions médicales à recevoir un grand nombre de blessés. Donc, on montrera les photos. L'ordre concerne le 61e hôpital militaire de Mariupol, mais au total, c'est 90 institutions médicales qui vont être mobilisées à travers toute l'Ukraine pour une capacité totale de 41 000 lits et 8 000 autres dans d'autres hôpitaux. Ça veut dire qu'ils sont pas très optimistes quand même. Hein. Ça fait presque la moitié des effectifs sur le front quand même, hein, mine de rien. Oui. Non, mais bon, on va en reparler un petit peu après. Donc on va beaucoup parler de la situation en Ukraine. Entre autres sur le plan religieux, puisqu'après le vote de la loi martiale et la perquisition qui a eu lieu chez le père supérieur de l'ordre de Kiev-Pechersk, les autorités ukrainiennes continuent d'augmenter la pression sur l'église orthodoxe ukrainienne canonique pour justifier de la dépouiller de ses monastères, églises et chapelles pour les donner ensuite à l'autre église autocéphale bidon. Hein. D'ailleurs, le concile d'unification est prévu le 15 décembre avec participation de Poroshenko, je rappelle en violation de la constitution ukrainienne, puisque les autorités politiques ukrainiennes n'ont pas le droit de se mêler des affaires religieuses. Donc je vois pas pour qui vient foutre là. Enfin, si, je sais très bien. En tout cas, après la résidence du métropolite Paul, qui avait été fouillée par le SBU le 30 novembre, on en avait parlé la semaine dernière, ce sont les bâtiments qui appartiennent donc à l'église orthodoxe ukrainienne canonique dans les diocèses de Kiev, Jitomir, Novgorod, Volyn et Ovruch-Korosten qui ont été perquisitionnés le 3 décembre par le SBU pour y chercher des preuves de la soi-disant incitation à la haine interreligieuse là. Lors de ces perquisitions, les agents du SBU et la police ont emporté des clés USB, des ordinateurs et des documents imprimés. 8 perquisitions au total, auxquelles viennent s'ajouter des interrogatoires d'une 20aine de prêtres de l'UOC-MP venant des éparchies de Rovno et Sarny, toujours par le SBU. Alors, le côté complètement fabriqué et politiquement motivé de l'enquête menée par le SBU transparaît dans ces interrogatoires quand même massifs de prêtres qui ont été convoqués pour certains sans savoir sur quoi ils devaient témoigner. Oui, c'est un peu embêtant. C'est intéressant comme concept quand même. Certains archevêques de l'UOC-MP ont aussi commencé à recevoir des appels téléphoniques du SBU exigeant de venir discuter avec eux dans leurs locaux. Ah ouais. Bah oui. À ta place, j'irai pas tout seul. Oui, c'est pas pour faire une bouffe, ou non, pour boire un canon, vraiment. C'est clair. Non, pas vraiment. Non, c'est pas vraiment pour ça que le SBU est réputé. En tout cas, d'après Vadim Novitsky, député d'opposition à la Rada qui a divulgué ces faits, de telles actions visent à mettre la pression sur l'UOC-MP pour contraindre les hiérarques de l'église orthodoxe ukrainienne à participer à ce fameux concile d'unification. Ouais. De ce que la population appelle déjà l'église du patriarcat de Poroshenko. Ça m'a fait éclater de rire, ça. Ouais. Il doit pas être très content, le Filaret, parce qu'il a rappelé qu'il restera patriarche de Kiev jusqu'à sa mort.
Là récemment, genre aujourd'hui ou hier, il nous a sorti ce truc-là. D'ailleurs, ce concile d'unification, enfin, ça a l'air d'être une belle enfumade de Constantinople. Parce que il semble que dans la charte qu'ils ont élaborée, en fait, cette église serait pas du tout autocéphale. En fait, elle dépendrait de Constantinople et aurait un simple métropolite. Donc, ils sont d'ailleurs en train de menacer Onufre. C'est une stavropégie dans ce cas, non? Une stavropégie, voilà. Enfin, qui c'est même pas une stavropégie, ça serait une église comme actuellement, en fait, et l'église orthodoxe ukrainienne dépend du patriarcat de Moscou. Mais là, l'autre, elle dépendrait du patriarcat de Constantinople. En tout cas, il y a des grosses menaces sur Onufre de la part du patriarcat de Constantinople, enfin du patriarche même de Constantinople, Bartholomé, qui menace en gros de lui retirer son titre de métropolite de Kiev. Bon, mon gars, t'as pas l'autorité pour le faire. Ça ose tout, hein. Pour le pape. En tout cas, alors Kounian reprend cette propagande officielle d'accusation d'incitation à la haine interreligieuse avancée par le SBU. L'archevêque de l'église de l'exaltation de la Sainte Croix de Jitomir a quand même souligné que la seule chose qui se trouve sur les supports qui ont été saisis, donc les ordinateurs, des trucs imprimés, c'est des chants et des concerts religieux. Alors, est-ce qu'ils vont nous sortir que l'Ave Maria ou l'Alléluia, c'est une incitation à la haine religieuse, interreligieuse? Je me pose la question. Ouais. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils y insèrent des trucs étrangers. Oui, de toute façon, pour pouvoir ces faire méthodes. Tomber, Oui, je pense qu'ils sont dans la droite ligne. D'ailleurs, ça a été rappelé, des méthodes de persécution que l'Église orthodoxe a subies il y a un siècle par un autre régime qui est pourtant détesté par la junte de Kiev actuelle. Je rappelle le régime soviétique. C'est un parallèle qui a été fait par les frères de la Lorde de Potchaïev qui ont écrit une lettre pour faire part de ce qui se passe actuellement. Donc, ils ont déclaré que les méthodes des autorités ukrainiennes actuelles, c'est les mêmes que les méthodes communistes. Ils ont dit qu'il y a environ 100 ans, donc les dirigeants bolcheviques, dont Trotsky et ceux qui l'accompagnaient, se sont donnés pour tâche de créer une organisation de l'Église orthodoxe sous le contrôle des autorités soviétiques. C'était le fameux mouvement rénovationniste ou Église vivante, dont une des idées principales, c'était l'abolition du monachisme. Et après la création de cette organisation rénovationniste, les bolcheviks ont commencé une bataille active avec l'Église orthodoxe qui est devenue illégale. Ils les ont accusés de complicité avec la contre-révolution, et ce qui leur a permis de saisir des églises et des objets de valeur de l'Église orthodoxe qui était canonique. Alors, un truc qui était souligné quand même par les frères de la Lorde de Potchaïev et qui est quand même très intéressant, c'est que il y a un siècle en arrière, ces schismatiques rénovateurs étaient soutenus par le patriarcat de Constantinople. C'est bizarre, Oui. Et on retrouve toujours les mêmes. C'est magnifique, ils ont soutenu les bolcheviks hier, les fascistes néo-nazis aujourd'hui. Non, mais ils sont bien à Constantinople, c'est magnifique. Ouais, quand on sait que la CIA qui pousse Bartholomé en ce moment, c'est un peu les jésuites à la base. Donc on voit d'ailleurs Léon Trotsky, je sais pas si tu l'as cité. Oui, Trotsky, oui. Voilà. Donc c'est clair, Les ficelles, on sait d'où elles tirent. Ça en dit long quand même, je veux dire, quand le même patriarcat a soutenu le même genre d'horreur il y a un siècle en arrière et qu'on recommence la même aujourd'hui. En tout cas, pour les frères de la Lorde de Potchaïev, le but est clair, confisquer les biens de la Lorde de la Sainte Dormition de Potchaïev pour les transférer à cette pseudo-église issue des schismatiques une fois l'autocéphalie accordée. Donc c'est bien, après la guerre civile dans le Donbass, Kiev a officiellement lancé une guerre de religion sur l'ensemble de son territoire en utilisant donc cette loi martiale et ses services de sécurité pour persécuter ceux qui refusent de soutenir cette vision politicienne et ultranationaliste de la religion. Je voudrais rappeler à tous les gens qui m'ont dit en commentaire à une époque que c'était pas possible qu'il y ait une guerre de religion au XXIe siècle dans un pays européen. Si, la preuve, il y en a une qui vient d'être déclenchée en Ukraine. Ça s'appelle des persécutions religieuses aux portes de l'Union européenne. Voilà. Non, mais je vous avais dit que ça allait venir. Non, mais non, c'est pas possible au XXIe siècle. Comme d'habitude, j'en ai un petit peu marre de dire j'avais raison. J'aurais préféré avoir tort dans ce cas-là, mais j'en ai un peu marre de dire j'avais raison. En tout cas, donc, dans la suite des conséquences de cette provocation du détroit de Kerch, qui, je rappelle, avait quand même tourné à l'humiliation totale de la marine ukrainienne, puisque, pour rappel, leurs 3 rafios ne se sont pas fait arrêter par la marine russe, mais par les gardes-côtes.
Ça en dit long quand même sur la puissance de la marine ukrainienne. Un résultat pour qui? Alors cette partie-là, j'hésitais à la mettre là ou pendant ce temps-là à Kiev. Je vous le dis tout de suite parce qu'il y a des morceaux, c'est juste terrible. Mais c'est important quand même de le mettre dans la partie vraiment news parce que c'est quand même important parce que donc Poroshenko a réclamé à corps et à cri l'aide de l'OTAN en mer d'Azov. Sauf que je sais pas si c'est l'abus d'alcool, mais il a oublié 2-3 petits trucs qui vont poser des petits problèmes au milieu de ces jolis plans délirants. Entre autres, il a fait appel à l'Allemagne. Hein. Il a joué les frotte-manches avec Mouti en disant « L'Allemagne est l'un de nos alliés les plus proches et nous espérons que l'OTAN sera désormais prête à transférer des navires de guerre dans la mer d'Azov afin d'aider l'Ukraine à en assurer la sécurité. » Il a même sorti « La chancelière Merkel est une grande amie de l'Ukraine. En 2015, elle a déjà sauvé notre pays. » Bon, alors déjà, je fais un petit rappel de ce que j'ai déjà dit la semaine dernière, à savoir que le détroit de Kertch... c'est 8 mètres de profondeur maximum pour les bateaux et les sous-marins. Et la plupart des gros navires de guerre de l'OTAN, y compris ceux des États-Unis, ils ont généralement au moins 9 mètres de tirant d'eau. Voilà. Donc, oui. Je vous laisse calculer comment ces bateaux vont pouvoir passer la mer d'Azov. Vous avez 2 heures, je ramasse les copies à la sortie. Donc, déjà là... Ça n'empêche pas quand même Pompeo, donc les États-Unis, d'affirmer qu'ils vont envoyer un destroyer pour essayer de... Je dis bien essayer, alors je dis pas qu'ils vont rentrer en mer d'Azov, mais en tout cas provoquer les Russes. Alors, destroyer américain, 9,50 m de tirant d'eau. Alors, si vous voulez vous offrir une humiliation publique encore plus grande que celle de la marine ukrainienne, vous pouvez le tenter. Ça va donner des très jolies photos dans les médias russes avec vos destroyers coincé au beau milieu du détroit. Oui. Ça peut être drôle, soit dit en passant. Je pense que les Russes auront de quoi se bidonner pendant un siècle. À votre place, j'éviterais. Je veux dire, parce que, bon déjà, le premier truc, c'est que je rappelle que la défense anti-navire russe est quand même très au point. Que c'est d'ailleurs elle qui vous a fait reculer en 2014 quand la Crimée est redevenue russe, que vous avez envoyé le Donald Cook qui a fait le 8, donc le demi-tour le plus rapide que les marins russes aient jamais vu de toute leur vie. C'est pas la première fois d'ailleurs. Hein. Mais là, je veux dire, moi j'en ai discuté avec des Russes, hein, ils m'ont dit on n'a jamais vu un navire faire un demi-tour aussi rapide. Oui, mais ils ont fait aussi dans leurs pantalons, certains. Oui, ils ont fait dans leur froc, oui, ça, on s'en souvient. Donc, à moins que vous ayez envie de vous réoffrir ce genre d'humiliation publique une deuxième fois, restez très loin de la mer d'Azov, je vous le conseille. Enfin, sauf si vous voulez que la Russie teste ses missiles bastions sur vos rafios et que vous avez envie d'offrir des récifs coralliens artificiels pour la faune et la flore maritime. En mer Noire. Si je peux me permettre une parenthèse assez courte, c'est Valentin Vassilescu qui était ancien commandant de base militaire en Roumanie, qui a rappelé qu'il y avait eu un incident assez similaire à celui-là en 1988 où 2 bateaux américains avaient foncé en direction de la Crimée, qui était soviétique à l'époque, c'était l'URSS, c'était en 88. Et ils se sont fait joyeusement humiliés, après s'être fait étrôner par des petits bateaux qui ont ravagé l'arrière du bâtiment principal américain. Ils sont effectivement, ils ont fait demi-tour aussi. Et ils sont repartis la queue entre les jambes et ils n'ont pas fait de publicité autour. On se demande pourquoi. Bah oui, c'est clair. Bref, alors pour revenir à nos moutons, hein, donc après ce petit panégyrique de Poroshenko sur la mère Merkel, alors c'est quand même magnifique parce que dans cette déclaration, Poroshenko contredit ses propres panégyriques de l'armée ukrainienne, parce que si cette dernière est aussi puissante qu'il le dit et qu'elle retient l'armée russe à elle toute seule depuis plus de 4 ans, hein, nos auditeurs s'en souviendront de celle-là. Oui. Pourquoi est-ce que l'Ukraine a dû être sauvée par Merkel en 2015 ? Oui. Surtout qu'elle était certainement en meilleure forme en 2015 qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Là, c'est bien, hein, en voulant jouer les frotte-manches avec Mouti pour l'amadouer, pour qui vient de démolir 4 ans de propagande ukrainienne. C'est magnifique quand même. Et le pire, c'est que cette énorme bourde n'a servi à rien, puisque l'Allemagne a refusé d'intervenir militairement, appelant la Russie et l'Ukraine à régler l'incident du détroit de Kertch par le dialogue. Parce que même s'il y a quelques va-t-en-guerre de l'OTAN qui soutiennent ce délire d'aller chercher des noix à la Russie en mer d'Azov, la plupart des membres européens de l'Alliance sont quand même conscients, de la culpabilité de Kiev,
et 2, que ça reviendrait à aller au casse-pipe pour la raison que j'avançais auparavant, à savoir la très faible profondeur du détroit de Kerch, et que ils sont quand même, je pense, pour beaucoup, Merkel et même Macron, qui est un incapable fini, je pense quand même que leur état-major a dû leur signaler gentiment que la plupart de leurs navires, et même beaucoup de sous-marins américains, par exemple, ont un tirant d'eau minimum de 9 mètres. Oui. Même en faisant surface. C'est-à-dire, même en faisant surface, même en n'étant pas discret du tout, ils n'arriveraient pas à passer. Donc, oui, à part 2-3 petites corvettes de merde, là, comme les petits rafios ukrainiens que la Russie a chopés, je vois pas bien ce que vous allez tenter de faire passer, en fait. Mais sans compter les avertissements solennels et particulièrement sévères et appuyés, c'est la séquence vidéo que j'avais insérée dans ton site rep la fois dernière, où la Russie a très clairement mis en garde en disant si vous cherchez des noix, ça va finir très mal. Surtout que la mer d'Azov étant en fait une mer intérieure, donc à l'Ukraine et à la Russie, les deux pays ont un droit de veto sur les navires de guerre qui peuvent entrer dans le détroit. Et donc, en fait, à part les navires militaires ukrainiens et russes, aucun autre bateau militaire ne peut entrer sans que les deux pays mitoyens soient d'accord. Vous croyez vraiment que la Russie va dire oui pour que des bateaux de l'OTAN rentrent en mer d'Azov ? Non, mais vous avez fumé la colle, les mecs, là, quand même. Donc, ça veut dire que s'ils voudraient passer, il faudrait qu'ils passent en force. Donc, ça serait un acte de guerre. Ah oui. Voilà. Et c'est là que les petits délires alcoolisés de Poroshenko se fracassent sur la réalité, parce que l'Allemagne et une bonne partie de l'OTAN sait quand même bien que les capacités, donc je le disais, de défense navale de la Russie, c'est pas du pipi de chat. Et que s'ils essaient de rentrer en force en mer d'Azov, leurs bateaux finiront en récif corallien artificiel, le tout avec le droit international du côté de la Russie qui aura agi totalement légalement. Donc là, voilà. Pour les Allemands comme pour les Français, il semble que c'est hors de question de revivre leur campagne de Russie respective en pire. Oui, c'est le cas de le dire. Parce que suivre Washington dans sa rhétorique anti-russe, tant que ça en reste au niveau des mots, oui. Aller de manière assurée au casse-pipe pour les beaux yeux d'une dictature totalement corrompue en pleine guerre civile et qui est un véritable trou noir Afrique, faut pas pousser Mamie Merkel dans les orties quand même. Voilà. Et surtout que Mamie Merkel, elle veut continuer à recevoir du gaz russe, donc elle n'a pas envie que les Allemands se pèlent le jonc. Il y a déjà assez avec les gilets jaunes en France et que ça commence à essaimer dans les pays voisins. Je pense pas que Merkel ait envie d'avoir un mouvement des gilets jaunes en Allemagne. Ça commence quand même. Ouais, mais plus étendu que ça, je crois qu'elle a pas envie, tu vois. Et elle sait que si elle se prive du gaz russe, elle va devoir faire grimper encore plus les prix du gaz en Allemagne, qui sont déjà très élevés. Donc, ça va être la merde. Là, elle va avoir des gros problèmes quand même. En tout cas, il s'est pas démonté devant le fait d'avoir été lâché par l'OTAN suite à sa provocation, de père pour qui. Donc, il a décidé de continuer dans son petit délire va-t-en-guerre. Et alors, c'est le deuxième truc où j'ai failli franchement le mettre pendant ce temps-là à Kiev. Parce qu'il a déclaré que puisque c'est comme ça, l'Ukraine se défendra toute seule contre l'agression russe et qu'elle est sûre de réussir. Ah oui. La méthode Coué. Ouais. Alors, c'est la méthode Coué, mais en puissance 1000. Je vais sortir ce qu'il a raconté in extenso. Et puis après, on va regarder ça en détail. Parce que c'est quand même croustillant. Donc, il nous a sorti, la Russie s'est retrouvée totalement isolée. Pire de parier. C'est le résultat de notre coordination internationale conjointe, mais permettez-moi d'insister, nous allons défendre notre pays nous-mêmes et la seule chose que nous allons chercher maintenant, c'est l'adhésion à l'OTAN pour construire un système de défense avec l'adhésion à l'Union européenne. Mais oui. C'est beau de faire du wishful thinking, du vœu pieux. Alors, reprenons ça morceau par morceau. Donc d'abord, il nous dit fièrement que la Russie se retrouve totalement isolée. Alors, je sais pas s'il a sorti ça le même jour que lorsqu'il y a eu une vidéo là qui a été prise où on voit qu'il est manifestement alcoolisé. Il y a une vidéo là qui est sortie cette semaine où tu vois que Porky il a l'air bien, bien gay, bien animé. Ouais. Parce que oui, les pays occidentaux soutiennent Kiev sur la forme, parce que c'est des bons caniches de Washington. Enfin, il y a d'autres pays dans le monde. Lors du vote au Conseil de sécurité de l'ONU, la réunion en urgence qu'ils nous ont convoquée, certes, les pays occidentaux ont voté contre l'agenda russe, mais la Chine, la Bolivie et le Kazakhstan ont voté pour. Je rappelle que la Chine, c'est quand même presque 20% de la population mondiale. Ouais.
puis c'est quand même une économie importante. Hein. Je veux dire, je pense que elle est passée maintenant première économie mondiale. Ce qui en fait, tout cas, ce qui fait paniquer pas loin Trump, derrière hein. les États-Unis. Donc c'est pas vraiment un pays que tu peux négliger. Hein. Non, pas vraiment. Voilà. C'est pas le Zimbabwe. Hein. Et puis bon, si on sort des discours sur la forme, sur le plan concret, comme je disais, l'Allemagne continue sur le projet Nord Stream 2 avec la Russie, hein, business is business. Et puis si on regarde les États-Unis, oui, Trump a annulé sa rencontre officielle avec Poutine au G20, bon, à cause entre autres de l'hystérie des médias occidentaux. Mais enfin, ils ont quand même discuté ensemble 10 à 15 minutes lors du sommet, vite fait, de manière informelle. Et puis si on parle du G20, bah, Poutine, il a profité de ce temps libre pour discuter avec Erdogan, et puis il y a quand même eu une réunion des chefs d'État du BRICS aussi, en marge du G20. Puis sur la photo de famille du G20, Poutine n'est pas mis au banc du groupe, il est au beau milieu, puis hein, il n'y a pas de souci. Donc pour l'isolation de la Russie et le résultat de la coordination internationale conjointe... Oui, bah écoute, il prend ses rêves pour des réalités. C'est pour la réalité, hein. ouais. Alors passons à la suite. Hein. Poroshenko dit que l'Ukraine va se défendre toute seule contre l'agression russe, ce qui est quand même un magnifique aveu d'impuissance d'avoir réussi à entraîner, parce qu'il a quand même tenté d'entraîner l'OTAN dans ses délires, donc et dans un conflit ouvert avec la Russie. Bon, ça prouve quand même qu'il a bien échoué. Alors, je croyais déjà que c'était donc le cas depuis plus de 4 ans, hein, si on suit ses délires, hein, le coup de l'agression russe. Je rappelle quand même que l'année dernière, on avait eu un officiel ukrainien qui avait admis que l'Ukraine n'a aucune preuve valable sur le plan légal de la présence de l'armée russe dans le Donbass. Et déjà porté un joli coup de taquet dans la gueule de la propagande ukrainienne. Ah oui. Et puis, sans parler du fait que si l'Ukraine était réellement en guerre contre la Russie, je le rappelle encore une fois, elle aurait dû couper toute relation diplomatique et déclarer la guerre officiellement. Or, Kiev n'a fait ni l'un ni l'autre. Puis, comme je l'ai redit je ne sais pas combien de fois, il suffit de regarder les classements quand même et de l'armée russe et de l'armée ukrainienne. Hein, donc, l'armée russe, 2e armée au monde, l'armée ukrainienne, 29e. Oui. En chute depuis 2014, puisqu'elle était 20e. Avant. Puis si tu veux regarder le ratio en termes d'armement, le plus beau c'est quand même la partie marine. Là ça tourne au tragicomique pour Kiev. Entre les bateaux de pêche, enfin les barques de pêche. Les barquettes oui. ukrainiennes et la flotte russe. Oui, non, si tu compares, là t'as envie de te pisser de rire dessus. Bon, en tout cas, devant le ratio armement, soldats, etc., n'importe quel expert militaire sain d'esprit recommanderait à l'Ukraine de ne pas chercher des noix à son voisin, parce que, sauf à vouloir annihiler l'armée ukrainienne. Oui. Hein, je refais de nouveau un petit flashback à nos auditeurs, allez regarder ce qui s'est passé en Ossétie du Sud en 2008. Je rappelle, l'armée géorgienne n'a pas tenu une semaine contre l'armée russe. Et je rappelle qu'à l'époque, l'armée russe était encore en pleine réorganisation après le massacre des années 90, hein, ouais. qui avait bien décimé l'armée russe. Ouais. Donc elle n'était pas encore au top de sa forme, tu vois. Là maintenant, elle est bien, tu vois, l'armée russe, là, elle est bien entraînée, bien réorganisée, modernisée, avec plein de nouvelles armes. C'est plus la même. Il y a un système de communication électronique ultra performant, ce qui n'avait pas été le cas pendant 2008, justement en 2008. Hein. Voilà. Bon, alors il y a eu certains commentateurs qui m'avaient rétorqué que bon, il y a quand même des exemples d'armées bien moins équipées mais motivées et connaissant le terrain qui ont vaincu des armées plus puissantes, comme l'armée finlandaise contre l'armée soviétique pendant la guerre d'hiver. Bon, c'est vrai. Alors, regardons ce que vaut l'armée ukrainienne motivée et dont la combativité est sans pareil, hein, d'après Poroshenko. Alors, on a découvert des rapports de l'armée ukrainienne, des rapports officiels datant de 2014, qui ont fuité là récemment, qui permettent de faire une idée assez précise du niveau de motivation et de compétence de l'armée ukrainienne. Alors, regardons ces charmants petits rapports, hein, on les montrera à l'écran. Donc, c'est des rapports qui ont été produits lors de la phase active de la guerre du Donbass en juillet 2014 et qui montrent qu'en une semaine, hein, l'armée ukrainienne a eu 1600 morts. 1600 morts en une semaine. 4723 blessés et 3473 déserteurs. Je rappelle le tout en combattant contre de simples milices populaires armées de briques et de brocs. Même pas contre l'armée russe. Contre des milices populaires bien moins armées et bien moins nombreuses. Alors là, pour le coup, c'est plutôt les forces armées de l'RPD et de l'RPL qui nous ont fait un remake de l'armée finlandaise. Alors maintenant, imaginez cette armée ukrainienne qui a subi des pertes pareilles en une semaine à peine contre des milices populaires et qui a eu 2 fois plus de déserteurs que de morts. Hein. Oui.
Alors, imaginez là devoir affronter l'armée russe. Ah bah tout le monde se sauve. Hein. Oui. Il y a une blague d'ailleurs là-dessus, hein, là aussi, sur un site de blagues concernant la situation en Ukraine, hein, qui dit, il y a un journaliste qui interviewe un soldat ukrainien, mais pourquoi vous combattez dans le Donbass? Parce qu'il y a l'armée russe qui a envahi notre pays. Et pourquoi vous n'allez pas faire la guerre en Crimée? Parce qu'il y a réellement l'armée russe. C'est ça la différence, quoi. C'est ça la différence. Hein, non, mais voilà. Sérieusement, si l'Ukraine était agressée militairement par la Russie depuis 2014, la guerre dans le Donbass aurait été finie en moins de temps qu'il en faut pour dire invasion. Et l'armée ukrainienne n'aurait pas compté ses pertes en milliers de morts, mais en dizaines de milliers au minimum. Au minimum. Ce qui montre bien que ces histoires d'agression russe contre l'Ukraine, c'est du pipeau total. Donc voilà, là je pense que c'est démontré factuellement. J'espère ne plus avoir besoin de faire de tels rappels pour montrer à quel point c'est du délire. Oui. En tout cas, l'Ukraine, du point de vue politique, continue sur sa lancée belliciste contre la Russie, puisque donc là, le 6 décembre, la Rada a validé le fameux décret de Porky sur l'annulation du traité d'amitié, de coopération et de partenariat entre l'Ukraine et la Russie. Un vote sans surprise, hein, bien que j'ai espéré jusqu'au bout un sursaut d'intelligence des députés ukrainiens. Ouais, voilà, mais bon, voilà. Perdu. Donc pour rappel, donc ce décret avait été signé le 17 septembre par Poroshenko. Avec une semaine plus tard, notification du ministre ukrainien des Affaires étrangères à la Russie, donc du non-renouvellement pour... normalement, c'est un renouvellement automatique pour 10 ans. Hein. Mm-hmm. Et donc, Klimkin nous avait fait sa grande déclaration pour dire que non, il mettait fin à ce traité. Sauf qu'il fallait quand même que le Parlement ukrainien ratifie ce document pour que ce soit pleinement valable. Ce qui a été fait avec 277 députés qui ont voté pour ce décret. Seuls 20 ont voté contre, ce qui veut dire que sur 331 députés ukrainiens, il n'y en a que 20 qui ont un cerveau en état de fonctionnement. C'est pas beaucoup. Ouais. Non, ça montre l'état de la politique ukrainienne quand même. Hein. C'est pas très optimiste pour les élections présidentielles. Je suis pas sûr que ce soit bien meilleur en France, hein, ceci dit, hein, mais bon. Non. Bon, sans surprise, hein, la plupart font partie du bloc d'opposition, c'est-à-dire l'ancien parti d'Yanukovych, et 3 sont sans étiquette. Donc, suite à ce vote, le traité d'amitié entre l'Ukraine et la Russie prendra donc fin officiellement le 1er avril 2019, et non, c'est pas un poisson. Alors, ce qui a posé un petit peu des questions à pas mal d'analystes, c'était le fait que ce vote de la Rada était quand même assez tardif. Parce que c'est un peu bizarre que la Rada vote le truc 3 mois après la signature du décret par le président. Mm-hmm. Alors il semble que la raison pour laquelle le Parlement a examiné ce projet de loi seulement en décembre, c'est que les préparatifs de l'élection présidentielle ont commencé. Bah oui. Voilà. Donc en fait, Poroshenko essaie d'obtenir un petit succès médiatique pour faire remonter sa cote de popularité qui est toujours très mal en point. Bon, son truc pour l'autocéphalie, c'est très mal barré, donc... il essaye autre chose. En attendant, en annulant ce traité, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, l'Ukraine prend le risque de perdre définitivement le Donbass et de voir les RPD et les RPL être reconnus par la Russie, puisque cette dernière n'est plus tenue de reconnaître l'inviolabilité des frontières ukrainiennes, puisque je rappelle que c'était ce que fixait ce traité. Mm-hmm. Donc, mais j'ai dit depuis le début qu'en faisant cette erreur grossière, Kiev a donné carte blanche à Moscou pour pouvoir enlever les gants avant de rendre à l'Ukraine les coups que cette dernière porte à la Russie depuis le Maïdan. Donc je rappelle, premier round, c'était la fameuse conférence de presse du ministère de la Défense russe concernant la roquette de Buk qui avait été présentée par le JIT comme ayant peut-être abattu le MH17, et puis ils ont dévoilé qu'en fait elle était ukrainienne. Le deuxième round, ça a été les fameuses sanctions prises par Moscou contre des sociétés et des officiels ukrainiens. Et puis le troisième, ça a été la réponse près du détroit de Kerch. Voilà, c'est fini. La Russie a fini de prendre et de mettre des gants pour répondre à l'Ukraine, puisque ces dernières montrent de manière claire, officielle, qu'elle veut des relations conflictuelles et non amicales avec son voisin. La Russie en a pris acte. Volonté belliciste d'ailleurs qui se reflète même dans les propos de leur ministre des Affaires étrangères, ce qui est quand même un comble, parce que c'est censé être quand même le diplomate en chef du pays. Mm-hmm. Et il a quand même sorti que pour lui, l'Ukraine ne devrait avoir aucune relation diplomatique avec la Russie. C'est une conception fascinante de la diplomatie et des affaires étrangères. Je pense que c'est quand même assez... c'est spécial quand même. Pour lui, tout ce qui existait avant la guerre, c'est-à-dire avant 2014, n'a par définition aucun sens.
Bon, comme je le rappelle encore une fois, le problème c'est que l'Ukraine n'a pas déclaré officiellement la guerre à la Russie, donc à un moment il va falloir accorder un peu tous vos violons, parce que là, les autorités ukrainiennes se ridiculisent toutes seules, à force de se contredire elles-mêmes, déjà parfois donc d'un officiel à l'autre, et puis même parfois au sein du même discours, comme on l'a vu. Lui, il a réussi cet exploit-là. Il a réussi cet exploit en nous sortant. Écoutez bien, c'est grandiose. Personnellement et émotionnellement, je crois que nous n'avons besoin d'aucune relation diplomatique avec la Russie. Je vais vous dire franchement que j'en ai déjà discuté avec certains pays et je connais leurs réponses. Ils sont prêts à servir de boîte aux lettres pour la livraison de certains documents et c'est tout ce dont nous avons besoin. Sauf qu'après, il a ajouté qu'en fait, ils ne peuvent pas couper les liens diplomatiques avec la Russie parce qu'il y a quand même 3,5 millions d'Ukrainiens qui vivent sur le territoire russe et que le nombre de personnes prêtes à franchir la frontière avec la Russie ne cesse d'augmenter. Ça revient à dire oui, mais non, en fait. Oui, voilà. Donc, en fait, l'Ukraine pourrait soi-disant couper les relations diplomatiques avec la Fédération de Russie en utilisant des pays tiers comme boîte aux lettres, parce qu'elle n'a pas besoin de plus. Mais en fait, ils ont quand même besoin de plus parce qu'il y a quand même des millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie. Donc, en fait, avoir que des boîtes postales dans d'autres ambassades ne couvrirait pas les besoins des citoyens ukrainiens et donc de l'Ukraine. Donc, il se contredit lui-même dans le même paragraphe. Ça les gêne pas. C'est quand même magnifique. Hein. Lui entre lui et Poroshenko, je sais pas lequel des deux est le pire quand même. Hein. Et alors, le plus beau, c'est qu'il contredit dans ce paragraphe-là ce qu'il a raconté dans le paragraphe précédent. Non, il se contredit au sein du même paragraphe et avec le paragraphe précédent. Non, je vous dis, il est grandiose, lui. Hein. Ça devient de plus en plus compliqué de faire la distinction entre les vraies news et les machins qui doivent aller dans le pendant temps à Kiev. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ouais. On compatit pour toi. Non, mais parce que là, il nous sort qu'il y a 3,5 millions d'Ukrainiens qui vivent maintenant en Russie et qu'il y en a de plus en plus qui veulent continuer à aller en Russie. Sauf qu'il raconte que l'Ukraine et la Russie sont en guerre. Oui. Alors, j'aimerais qu'on m'explique depuis quand il y a des millions de gens qui se ruent volontairement dans un pays qui n'était pas le leur avant la guerre. Hein. Je fais bien la distinction avec les gens qui sont par exemple partis vers l'Ukraine au début de la guerre ici, parce que c'était leur pays avant le déclenchement de la guerre. Hein. Voilà. Hein. Donc, quand est-ce qu'on a vu des millions de gens se ruer volontairement dans un pays qui n'était pas le leur avant la guerre, qui agresse militairement leur patrie? Est-ce qu'on a vu des Français émigrer par millions volontairement en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale? Non. Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Ils ont pris la poudre d'escampette dans l'autre direction, par contre. Dans l'autre direction, ce qui montre bien qu'il n'y a pas plus de guerre ou d'agression militaire russe en Ukraine qu'il n'y a de beurre en branche ou d'arbre à spaghetti. Donc, c'est vrai quand même que aussi bien les politiciens ukrainiens que les citoyens, il faudrait vraiment qu'ils se mettent à comprendre que cette annulation va avoir quand même des conséquences concrètes pour eux et que les 3 rounds que j'ai évoqués précédemment ne sont que le début. Mais il y en a avoir plein d'autres. Oui. C'est ça que la révolution de la dignité, soi-disant, vous aura apporté. Hein. C'est le chaos, la pauvreté, la guerre civile, des populations massives, des relations de plus en plus mauvaises avec tous ses voisins et bientôt une guerre de religion. C'est un beau cocktail explosif. Hein. Si avec ça le pays finit pas d'éclater comme la Yougoslavie, bah écoutez, c'est que vous avez vraiment un ange gardien en béton. Hein. Mais à part ça, je vois pas comment vous allez pouvoir y échapper. Là. À l'exception du fait que la Yougoslavie a éclaté par provocation et je dirais mesure cynique et des Américains à la base. Hein, remarque le Maïdan aussi, hein, c'est une petite création américaine, aussi, donc l'un dans l'autre, ça reviendra au même. Alors pendant ce temps-là à Kiev, c'est à la fin pendant ce temps-là, et lui aussi en même temps c'est une news sérieuse. Parce que là c'est quand même grandiose. Alors c'est une news qui a été publiée sur le site du président ukrainien. Site officiel du président de l'Ukraine. Il s'entraîne pour son concours de clown, non? Ouais. Alors, il a sorti qu'il n'y a pas de page dans l'histoire moderne de l'armée qui ne mentionne pas les exploits des parachutistes ukrainiens. On continue dans les panégyriques débiles. Alors, il nous a fait cette superbe sortie lors d'une visite dans la région de Jytomyr où il a été voir une unité de parachutistes. Et il a sorti, alors accrochez-vous bien,
Si vous regardez l'histoire moderne des forces armées de l'Ukraine, il n'y a aucune page qui ne parle pas de vous et de vos actes. Vous êtes devenus célèbres dans les batailles avec l'agresseur russe pour les montagnes de Karachoun et Saour-Moghila, dans la défense des aéroports de Donetsk et Lugansk. Les parachutistes se sont battus héroïquement pour la libération et la défense d'objets d'établissements stratégiquement importants, en particulier Lysychansk, Slaviansk, Kramatorsk, Krasny Liman, Roubezhny, Severodonetsk, Bakhmout et beaucoup d'autres. Donc ça, c'est ce que Poroshenko nous a sorti. Alors, ce qui est à mourir de rire, c'est que les hauts faits qui sont mentionnés au début sont presque tous des défaites sanglantes. Oui, parce que Saour-Moghila, oui. ils se sont fait rétamer la gueule bien comme il faut. Mmh. On a reconquis Saour-Moghila, hein, c'est chez nous. Les aéroports de Donetsk et Lugansk, ça a été une boucherie. Pour eux, surtout. Pour eux. Une boucherie pour eux. Leurs fameux cyborgs et autres, unités d'élite se sont fait annihiler. Je pense que c'est le bon terme. Laminé, ouais. Annihilé, décimé. Alors, si ça, c'est des exploits militaires qui méritent d'être mentionnés dans les livres d'histoire, vous avez une conception fascinante du haut fait militaire. C'est comme si on mentionnait, je sais pas, la Bérésina ou la bataille de Stalingrad comme un haut fait de la Wehrmacht. Je sais pas. Oui, la Bérésina, celle de Napoléon. La Bérésina, donc comme un haut fait de l'armée napoléonienne, et puis celle de Stalingrad pour la Wehrmacht. Enfin, ouais, c'est ça. C'est comme si vous me disiez que la campagne de Russie était une grande réussite de Napoléon. Ouais. Putain, j'en peux plus, sérieusement. Ah oui, voilà. C'est bien difficile de faire la différence entre ce qui ne va pas pendant ce temps-là à Kiev et ce qui y va, hein. C'est vrai. Ouais. Faut surtout que je rappelle encore une fois que non, contrairement à ce que raconte Poroshenko, c'est pas des batailles héroïques contre l'agresseur russe. Vous vous êtes fait exterminer par des milices populaires armées de Kalachnikov et de 2-3 tanks et quelques BTR qu'ils avaient récupérés chez vous. Alors le must du must, c'est ce qu'a découvert un internaute qui a regardé de près les photos de ces parachutistes qui sont publiées sur le site officiel du président de l'Ukraine. Je sais pas qui est le webmaster, mais soit il est un peu miro, soit ils en ont vraiment rien à foutre. Je pense que c'est la deuxième solution. Ouais, parce qu'en regardant de près, on mettra les photos, entre autres la photo où il y a tous les parachutistes en rang là. On a découvert un avec un joli écusson, premier rang. Un joli écusson quelque peu nazi. Ah oui, pas qu'un peu, ouais. Un joli écusson de la division SS Totenkopf sur un soldat ukrainien en premier rang, devant le président ukrainien. C'est pas discret, ouais. Pas discret, non, pas vraiment. Alors, Porky et les médias occidentaux ont fait comme s'ils n'avaient rien vu, hein, bien entendu. Alors, personnellement, entre le coup de l'écusson nazi et les félicitations pour des défaites magistrales, je sais plus si je dois rire ou pleurer. Oui, parce que là, c'est même pas un symbole d'une division de la Wehrmacht, hein, c'est quand même la SS. Hein. La SS, non, puis la Totenkopf. Non, ça a choqué personne. Ils ont publié ça sur le site du président ukrainien. Sur le site officiel du président ukrainien, je vous jure, j'ai fait un screenshot, c'est pas un fake. Je dis, what the fuck? Bah oui. Je veux dire, c'est qui a vérifié les photos avant de les publier et puis surtout, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas un seul journaliste occidental, les fameux correspondants à Kiev, là, les Vitkin, les Gobert, l'autre Toto de Paul Gogo, là, qui est maintenant à Moscou, là. Non, vous le voyez pas passer des machins comme ça? C'est quand même magnifique. Non, je veux dire, visite officielle du président ukrainien, un gars avec un superbe écusson d'une division SS sur le torse, bien visible, un bel écusson, belle taille, bien identifiable. Il n'y a rien qui a choqué personne. Ni Poroshenko, ni le photographe qui a pris les photos, ni le webmaster, ni les journalistes occidentaux. Personne n'a rien vu. C'est magnifique. C'est bien. Bon, mais c'est magnifique. Donc voilà la situation. Bon, il y a plein d'autres news, etc. que j'ai pas le temps de couvrir. Il y a eu, entre autres, je dois vérifier cette information, des allégations que l'un des agents du SBU qui a été capturé par les Russes à bord des bateaux, des rafios là, ukrainiens près du détroit de Kerch, il semble que l'un de ces agents du SBU soit impliqué dans des séances de torture. Ouf.
meurtre des habitants du Donbass. Donc il y a un habitant du Donbass qui l'a reconnu et qui a signalé que l'homme l'avait torturé. Donc pour l'instant, voilà, c'est des informations à vérifier. Mais je pense qu'on va se diriger vers un scénario à la Savchenko où tu as une première accusation de base, puis après tu vas avoir des petites choses intéressantes qui vont se rajouter par-dessus. Parce que je rappelle que Savchenko avait donc été accusé et condamné pour complicité de meurtre, puisqu'elle avait corrigé des tirs d'artillerie qui avaient tué 2 journalistes russes. Et il s'était avéré qu'elle avait participé à des séances de torture sur des prisonniers. Donc il y avait eu des accusations qui avaient été formulées contre elle à ce sujet. Il semble que ce soit la même avec cet agent du SBU. Donc je pense que ça va être assez intéressant. Autre truc assez délirant, c'est que suite à tout ça, l'Ukraine a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour exiger la libération des matelots, sauf que alors c'est les entorses de la part des Occidentaux sont de plus en plus visibles, puisque normalement tu ne peux aller à la Cour européenne des droits de l'homme qu'une fois que tu as épuisé tous les recours juridiques nationaux. Oh, je crois qu'il y a des choses qui ont changé de ce point de vue. Non, c'est toujours la règle. Hein. Donc, en fait, ils ont décidé de prendre en compte ce cas. Donc, ils ont violé leurs propres règles. C'est comme le FMI qui viole ses propres règles pour filer du pognon à l'Ukraine alors qu'elle est en pleine guerre civile. Donc, voilà. Donc, il va y avoir des choses qui vont, à mon avis, sortir de ce côté-là. Donc, situation à suivre. En tout cas, ici, la situation est assez tendue au niveau des soldats. Ils s'attendent à ce qu'il y a quand même un risque d'escalade, même si l'armée ukrainienne est en très mauvais état. Ça les empêchera pas de tenter quelque chose. Hein, je veux dire, ça les a jamais arrêtés. Ils vont aller au casse-pipe, mais bon... pas impossible qu'ils tentent quelque chose avant la fin de l'année. Donc, situation à surveiller quand même d'assez près. Et je te dis à la semaine prochaine, en espérant que ça restera quand même calme. Oui, pareil pour moi. Merci Christelle, à la semaine prochaine, à samedi prochain. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.